Le 26 juin 2026, un juriste chez OpenAI génère plus de code qu'un développeur moyen. Ce n'est pas une métaphore, c'est dans un article académique que la société publie sur elle-même. Et ce chiffre retourne tout ce qu'on croyait savoir sur le premium de la programmation. Épisode Codex. Les juristes codent plus que les développeurs. Chapitre 1. Le chiffre du 26 juin. Un article publié par OpenAI révèle une inversion que personne n'avait encore nommée. Dans certaines organisations, les non-développeurs génèrent désormais plus de code que les ingénieurs. En avril 1979, Dan Bricklin ouvre son Apple II et lance le premier tableur commercial jamais distribué, VisiCalc. Les comptables d'entreprise qui voient ça pour la première fois ne reconnaissent pas ce qu'ils ont devant eux. Ils voient un gadget pour informaticiens. Aucun d'eux ne comprend encore qu'il tient entre les mains l'outil qui va désintégrer leur rapport aux chiffres et créer, dans la décennie suivante, le métier d'analyste financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. 47 ans plus tard, quelque chose d'analogue se joue en programmation. Et là encore, personne ne regarde au bon endroit. Le 26 juin 2026, l'équipe de recherche économique d'OpenAI publie sur Archive une étude de terrain sur l'adoption de Codex par l'ensemble de ses équipes. Codex, c'est l'agent de code qu'OpenAI déploie en interne depuis août 2025. À la différence d'un simple autocomplet comme Copilot, Codex agit en autonomie. Il reçoit une instruction, planifie ses propres étapes, exécute, teste ses résultats et corrige ses erreurs avant de rendre la main. C'est la distinction entre dicter à une machine et superviser un collaborateur, et c'est ce décalage qui rend les données de cet article si difficiles à interpréter sans précaution. 3 mesures composent la réponse de l'article, et la plus inattendue arrive en dernier. 98% des salariés d'OpenAI utilisent Codex au quotidien, selon les données de l'article. Ce n'est pas surprenant pour une entreprise IA qui consomme ses propres outils. Plus révélateur, les utilisateurs non développeurs, juristes, recruteurs, responsables opérations, ont été multipliés par 189 depuis août 2025. Un facteur de croissance de 189 en moins d'un an dans des équipes qui, par définition, ne recrutent pas sur la compétence de programmation. Et la troisième mesure est la plus contre-intuitive de toutes. En volume de tokens produits, c'est-à-dire en production brute de code, un juriste ou un recruteur moyen chez OpenAI génère 85% de sa production totale sur Codex. Ce n'est plus l'ingénieur qui code le plus dans l'organisation, dans ce sens précis de la mesure, c'est celui qui sait quoi demander à l'agent. Pour aller plus loin encore, les utilisateurs du 99e centile dépassent 60 heures de tour d'agent par jour. 60 heures de délégation quotidienne à une machine pour des profils qui ne se définissent pas comme développeurs. Ces personnes ne tapent pas du code, elles pilotent un agent qui code pour elles, en boucle, sur des tâches que leurs collègues font encore à la main. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Prenez un juriste qui automatise la vérification de clauses dans des centaines de contrats. En quelques instructions à l'agent, une tâche qui prenait une journée se réduit à 1 heure. Son collègue recruteur construit en quelques échanges avec Codex un outil de scoring de candidature que son équipe utilisera pendant des mois sans jamais avoir ouvert un manuel de programmation. Le responsable des opérations voit enfin ces données brutes se transformer automatiquement en rapports que personne ne prenait le temps de produire manuellement. Ces usages ne sont pas des preuves de compétences en programmation, ils sont des preuves de compétences dans le domaine, appliquées avec un outil qui fait disparaître la barrière de l'exécution. Réserve immédiate, ces données viennent d'OpenAI elle-même, à quelques mois d'une introduction en bourse. On reviendra sur ça au chapitre 3. Pour l'instant, posons la question que ces chiffres soulèvent si on les prend au sérieux. Si les juristes génèrent aujourd'hui plus de code que les développeurs moyens, non pas parce qu'ils sont devenus développeurs, mais parce qu'un agent traduit leurs intentions, est-ce que programmer désigne encore la même compétence qu'il y a 10 ans ? Est-ce que c'est toujours le même ticket d'entrée dans l'économie numérique ? VisiCalc a une réponse. Chapitre 2. VisiCalc est l'analyste qui a survécu. En 1979, le tableur a déplacé le premium dans la finance, sans tuer le comptable, en redessinant où se niche la valeur. Histoire bégayée peut-être. Dan Bricklin est étudiant en MBA à Harvard quand il observe son professeur de finance. L'homme remplit le tableau noir avec des colonnes de chiffres, des lignes de calcul. Chaque fois qu'une hypothèse change, il efface une colonne entière et recommence. Bricklin regarde ça et se dit « Et si une machine faisait le recalcul à sa place ?» VisiCalc sort en avril 1979 sur Apple II, distribué par Personal Software pour quelques centaines de dollars. La réaction des comptables qui le découvrent est curieuse. Certains croient que ça va supprimer leur métier, d'autres croient que ça ne changera rien. Les deux ont tort dans la même direction.
Ce qui disparaît, ce n'est pas le comptable, c'est le data entry clerk, celui dont la valeur principale était de saisir des chiffres dans des colonnes, d'additionner, de recalculer. Ce profil s'évapore en moins d'une décennie. Lotus 1.2.3 arrive en 1983, Excel en 1985. À chaque version, la même mécanique. La charge d'exécution migre vers la machine et l'analyste hérite de la puissance de modélisation. Le comptable qui prospère dans les années 90 n'est plus celui qui sait additionner vite, c'est celui qui sait quoi modéliser, quelle hypothèse challenger, quel scénario regarder en premier. L'exécution est déléguée à Excel. La spécification monte en valeur parce qu'elle exige une connaissance du domaine que le tableur ne peut pas remplacer. Il y a un paradoxe intéressant dans l'histoire. Excel n'a pas réduit la demande d'analystes financiers. Au contraire, cette demande a augmenté. Parce que modéliser des scénarios complexes est devenu possible, les entreprises ont voulu en modéliser davantage. Et il fallait des humains capables de concevoir ces modèles, même si la machine faisait le calcul. Le Bureau of Labor Statistics américain mesure une croissance de l'emploi des analystes financiers pendant toute la période d'adoption massive des tableurs. Ce phénomène s'appelle l'effet de Jevons, du nom de l'économiste britannique du XIXe siècle, qui observa que l'efficacité des moteurs à vapeur avait augmenté la consommation totale de charbon plutôt que de la réduire. Quand une tâche devient moins chère à exécuter, on en exécute davantage. La question ouverte pour la programmation, est-ce que le même effet va jouer ? Est-ce que rendre le code accessible va créer plus de demandes de code et donc plus de besoin de gens qui savent le spécifier, le valider et en assurer la qualité ? Les premiers signaux de terrain en 2025 et 2026 suggèrent que oui, les organisations qui ont adopté des agents de code ne réduisent pas leurs équipes techniques, elles les repositionnent sur des projets plus ambitieux que ceux qu'elles auraient attaqués sans ces outils. Comme si la calculatrice avait permis aux mathématiciens de s'attaquer à des équations qu'ils ne tentaient pas auparavant. L'outil n'a pas démocratisé la finance au sens de la rendre accessible à tous. Il a décalé le curseur. La valeur, qui était dans le calcul, a migré vers le jugement. Ce déplacement a aussi créé de nouvelles inégalités. Les utilisateurs d'Excel les plus efficaces ne sont pas ceux qui maîtrisent le mieux les fonctions du logiciel, ce sont ceux qui comprennent le mieux la finance. L'outil amplifie la compétence existante, il ne la crée pas. Si on transpose cette grille à Codex en 2026, le juriste qui génère du code chez OpenAI ne devient pas développeur. Il capte la couche d'exécution, écrire les lignes, et la délègue à l'agent. Ce qu'il conserve, c'est la couche de spécification. Savoir ce qu'il veut automatiser, dans quel but, avec quelles contraintes organisationnelles et légales. La question ouverte reste entière. Le développeur, lui, monte-t-il vers l'architecture et la validation, comme l'analyste a monté vers la modélisation, ou est-ce que quelque chose de plus radical est en jeu ? Ce qui complique la réponse, c'est la source même des données. Chapitre 3. La propagande de l'introduction en bourse. Ces chiffres viennent d'OpenAI elle-même, publiés à quelques mois d'une cotation en bourse. Ce n'est pas une raison de les rejeter, c'est une raison de les lire avec une loupe supplémentaire. Il faut comprendre ce qu'est la recherche auto-rapportée dans ce contexte particulier. OpenAI n'est pas une université, c'est une entreprise qui publie un article académique sur ses propres outils, avec ses propres données internes, dans une fenêtre où elle construit activement le récit de son impact pour des investisseurs potentiels. La valorisation de la société a dépassé les 300 milliards de dollars fin 2025, selon Bloomberg, et l'introduction en bourse est dans le viseur pour 2026 ou 2027. Publier ce genre d'article n'est jamais anodin quand on se prépare à convaincre des marchés. Les salariés d'OpenAI ne ressemblent pas au marché général. Ils travaillent dans un environnement où l'usage de l'outil est attendu, encouragé, probablement mesuré. Un chiffre de 98% d'utilisation dans cet environnement ne dit rien sur ce qui se passe dans une PME industrielle, un cabinet juridique parisien ou une direction des ressources humaines d'un grand groupe. Ce sont des populations qui n'ont pas été recrutées sur leur appétit pour les outils de code. La mesure elle-même mérite d'être questionnée. Les tokens générés sur Codex ne capturent pas la valeur du code produit. Un recruteur qui génère un script Python de 40 lignes pour automatiser un tableau de suivi des candidatures crée quelque chose de réel, sans que ça soit comparable à l'ingénieur qui conçoit l'architecture back-end d'un système de paiement à l'échelle. Comparer les volumes de tokens entre un juriste et un architecte logiciel revient à comparer le poids de deux textes sans regarder leur contenu. Puis, il y a la question du timing. L'article sort exactement au moment où OpenAI a besoin de démontrer à ses futurs actionnaires que ses outils transforment le travail en profondeur.
profondeur, pas à la marge. La structure du récit qu'il construit, nos utilisateurs non développeurs génèrent 189 fois plus de code qu'il y a un an, s'aligne parfaitement avec le message qu'on attendrait d'une entreprise en phase de précotation. L'histoire de la tech est jalonnée de chiffres d'adoption interne, publiés à des moments stratégiques et qui ne se sont pas généralisés au marché. Ce n'est pas une raison de tout rejeter, c'est une raison de demander une validation indépendante avant de changer sa stratégie de recrutement. Et pourtant, même en rognant sévèrement ces chiffres, même en divisant par 10 le facteur de croissance, la direction du mouvement reste plausible. La vraie question n'est pas est-ce que c'est exactement 189 fois, c'est si la tendance est réelle, même partiellement, qu'est-ce que ça fait à ceux dont la valeur professionnelle principale était d'écrire du code. Chapitre 4. Qui gagne, qui perd. Si la tendance est réelle, même à moitié, le premium de la programmation se déplace, des opportunités émergent, et des pressions s'exercent directement sur certaines valeurs de marché. Posons un scénario conservateur, non pas 189 fois, mais 15 ou 20. Les non-développeurs adoptent les agents de code à une vitesse significative dans les grandes organisations tech. Que se passe-t-il sur le marché de la compétence? La valeur migre de l'exécution vers la spécification. L'ingénieur dont la proposition de valeur principale était « je traduis une exigence en code propre » se retrouve sous pression, non pas parce qu'il est remplacé du jour au lendemain, mais parce que son monopole sur cette traduction s'érode. N'importe qui, avec une compréhension du domaine, peut désormais instruire l'agent et obtenir quelque chose d'utilisable. Ce qui monte, c'est le couple spécification-validation. En haut du spectre, l'architecte logiciel, celui qui conçoit les systèmes, qui pense en termes de dépendance, de contraintes de performance, d'intégration, et qui sait lire le code produit par un agent pour en évaluer la solidité. À côté, sur un axe de valeur orthogonal, le spécialiste domaine qui sait quoi demander, le juriste qui comprend les contrats complexes, le médecin qui comprend les flux de données cliniques, tous ceux qui apportent la connaissance que l'agent ne peut pas inventer. Un agent génère du code qui respecte des règles légales si on lui fournit les règles. Mais décider quelles règles s'appliquent dans un cas complexe, ça, ce n'est pas une compétence de programmation, c'est une compétence de juriste. Le profil sous pression directe, comme le Data Entry Clerk en 1983, c'est le développeur de niveau intermédiaire dont la compétence principale est de transformer des spécifications claires en code propre. Un standard devenu fragile. Le profil des bootcamps depuis 10 ans voit son avantage comparatif se réduire sur les tâches les plus courantes. Les gagnants à court terme sont ceux qui adoptent ces outils en premier dans des secteurs qui ne les attendaient pas. Le juriste qui génère des scripts d'automatisation, le recruteur qui construit ses propres tableaux de bord de suivi, ces profils ne deviennent pas ingénieurs. Ils deviennent des opérateurs d'agents capables de résoudre des problèmes que leurs concurrents font encore à la main. Et cette avance se capitalise. Chaque automatisation réussie libère du temps, qui permet d'en construire d'autres. Dans certaines grandes firmes juridiques américaines, des associates juniors utilisent déjà des agents de code pour produire des analyses de conformité contractuelle sur des volumes que leurs seniors n'auraient jamais pu traiter manuellement. Ils ne volent pas le travail des partenaires, ils créent de la capacité là où il n'y en avait pas. C'est exactement la dynamique VisiCalc. L'outil ne remplace pas l'expert, il étend sa portée. Pour les développeurs qui comprennent ça, la réponse n'est pas la panique, mais le repositionnement. Moins je code ce qu'on me demande, davantage je conçois des systèmes et je valide ce que les agents produisent. Les bootcamps et les organismes de formation professionnelle sont face à une pression directe. Apprendre à coder reste une porte, mais ce n'est plus la même porte qu'en 2016 et personne n'a encore clairement nommé ce qu'il y a de l'autre côté. Chapitre 5. Le nouveau ticket d'entrée. Apprendre à coder était la promesse de mobilité sociale de la décennie 2010. Si les agents ont commoditisé l'exécution, quelle compétence prend sa place ? En 1975, le débat sur la calculatrice à l'école commence. Des enseignants de mathématiques sont convaincus qu'autoriser des élèves à utiliser ces machines va détruire leur capacité à raisonner avec les nombres. Il ne s'éteindra qu'au tournant des années 2000, alimenté pendant 25 ans par ce qu'on appellera les Math Wars aux États-Unis. Le National Council of Teachers of Mathematics publie ses premiers grands jalons en 1989. Les calculatrices ne dégradent pas la compréhension mathématique, à condition que l'enseignement reste conceptuel. Ce qu'elles enlèvent, c'est la charge d'exécution du calcul, et cette charge libérée peut aller vers le raisonnement. La grille pour un décideur en 2026 ressemble à cette distinction, et elle se déploie sur deux axes. Le premier touche aux compétences de spécification. Savoir ce qu'on veut construire et pourquoi, pour quel utilisateur, avec quelles contraintes, c'est une connaissance que l'agent ne peut pas fabriquer. Ces compétences ne sont pas commoditisées par les agents, au contraire, elles deviennent rares parce qu'elles exigent une maîtrise du domaine que l'outil ne remplace pas. Un agent peut écrire du code qui gère des exceptions légales, mais il ne peut pas inventer la connaissance juridique qui décide quelles exceptions traiter. Le second axe touche aux compétences de validation.
Savoir lire du code produit par un agent, détecter une erreur logique, comprendre si l'architecture tient à l'échelle. Ce ne sont plus des compétences de production, ce sont des compétences de lecture, et toute organisation qui adopte ces outils va en avoir besoin à des niveaux qu'elle n'anticipait pas encore il y a 2 ans. Pour un manager qui recrute aujourd'hui, le pivot est concret. Moins de développeurs qui exécutent, davantage d'experts domaines qui spécifient et valident. Des gens capables de travailler avec des agents, pas simplement de les déployer. Pour quelqu'un en reconversion, le message est plus nuancé. Apprendre à coder reste utile, mais ce n'est plus le même coder. Ce n'est plus écrire des fonctions Python de zéro dans un bootcamp de 12 semaines. C'est comprendre ce qu'on demande à l'agent, lire ce qu'il produit et savoir quand il se trompe. Et surtout, développer la compétence domaine qui donne à l'agent quelque chose de précis à traduire. Sans elle, l'outil génère du code syntaxiquement correct qui résout le mauvais problème. Un juriste qui maîtrise son droit des contrats et apprend à instruire un agent de code devient exponentiellement plus productif. Le même juriste qui apprend à coder sans maîtriser son droit n'est qu'un développeur de 3e rang sur un marché qui en a déjà trop. Autrement dit, la syntaxe n'est plus le ticket d'entrée, la profondeur du domaine, complétée par la capacité à dialoguer avec la machine, occupe désormais cette place. L'analogie VisiCalc tient jusqu'au bout. Le tableur n'a pas rendu les comptables inutiles, il a rendu obsolète un certain profil, celui dont la valeur principale était de saisir et d'additionner. Et il a élevé celui dont la valeur principale était de savoir quoi regarder dans les chiffres. Ce n'est pas une consolation facile. Des milliers de data entry clerks ont perdu leur travail en moins d'une décennie, et ce que l'histoire retient, ce sont les analystes qui ont prospéré, pas eux. La transition entre ces deux profils n'a pas été indolore. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la vitesse. VisiCalc a mis 15 ans à s'imposer dans les grandes entreprises. Les agents de code ont mis moins de 12 mois à multiplier par 189 le nombre d'utilisateurs non développeurs dans une seule organisation. Si la vitesse de la disruption est sans précédent, la grille de lecture, elle, est vieille de 50 ans. Et les humains qui s'en souviennent ont un avantage sur ceux qui croient qu'il s'agit de quelque chose de nouveau. Si les agents de code font la même chose à la programmation, le premium n'est plus dans l'écriture, il est dans la lecture. Et lire du code produit par une machine, c'est une compétence qu'on n'a pas encore appris à enseigner à l'échelle. Vous écoutiez Codex, les juristes codent plus que les développeurs. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à un développeur ou à un juriste et observez la réaction.